Bonjour à tous, nous sommes le lundi 22 septembre, j'espère que vous avez passé un bon week-end footballistique et on se retrouve non pas pour débriefer le classique, vous le savez, mais pour parler de son report puisqu'il aura lieu ce soir. À côté de ça, on parlera quand même de matchs de Ligue 1 qui se sont déroulés avec la rencontre entre l'AS Monaco et le FC Metz, un carton monégasque qui me laisse néanmoins, alors dubitatif le mot sera dur, mais disons assez sceptique sur certains points, et puis on aura un gros virage Premier League avec une rencontre qui était extrêmement attendue entre Arsenal et Manchester City, entre Manchester United et Chelsea également, où les Red Devils renouent avec la victoire, et on parlera d'Hugo Ekitike qui dit littéralement le football y a changé dans un contexte assez amusant. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Le classique a finalement été reporté à ce soir, 24 heures plus tard que ce qui était initialement prévu. C'est l'Olympique de Marseille qui a eu gain de cause et c'est surtout l'opportunité ou jamais pour les Marseillais de faire un résultat. Alors je parle de gain de cause parce que de son côté, le Paris Saint-Germain souhaitait reporter le match à mardi pour éviter que le classique chevauche la cérémonie du Ballon d'Or. Marseille n'était pas d'accord puisque contrairement à Paris, eux ils jouent dès vendredi et non pas samedi. En plus vendredi ils jouent à l'extérieur, les deux matchs étaient assez rapproché et Marseille y voyait un préjudice sportif. De toute façon c'est simple, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le règlement et le règlement était en la faveur de la décision qui arrangeait les Marseillais et je dois bien vous avouer que moi je suis ni pour le PSG ni pour Marseille, mais je trouve ça normal que ça aille en la faveur de Marseille puisque finalement le Ballon d'Or, tout incroyable puisse être cette cérémonie, ça reste un événement marketing, on doit privilégier le sportif et donc essayer d'écarter les matchs pour les Marseillais. Reste que c'est une belle opportunité pour Marseille d'enfin faire un résultat face au Paris Saint-Germain puisque regardez les compositions attendues. Il y a une tonne d'absences pour Paris, t'as pas de Dembélé, t'as pas de Désiré Doué, t'as pas de Barcola, t'as pas de João Neves, la ligne d'attaque parisienne n'a jamais semblé aussi faible, c'est le grand soir pour Mbaye et du côté de Marseille on pourra finalement compter sur Aguerd, ce qui est une excellente nouvelle pour la défense centrale. Donc est-ce que Marseille va en profiter pour faire un résultat ou est-ce que la défaite sera encore plus humiliante parce que tu te retrouveras face à beaucoup de remplaçants parisiens? Eh bien on aura la réponse ce soir. Après leur fessée en Ligue des Champions face à une équipe belge, les Monégasques redressent la barre et sauvent l'honneur en infligeant à leur tour une fessée à une autre équipe, le FC Metz, dans une rencontre qui se conclut par un 5-2. Et on peut se demander comment ils ont réussi à se prendre 2 buts d'Ansu Fati en 2025, mais je vais arrêter les vannes parce que le Ansu Fati il revient très très fort. Voici les compositions qui étaient alignées et Ansu Fati c'est l'équivalent de 3 buts en même pas 2 matchs côté temps de jeu sur les 2 dernières rencontres. Et franchement c'est une entrée intéressante, au-delà même de son efficacité devant les cages, il est vraiment bon Ansu Fati et je commence à avoir de l'espoir sur son apport au cours de la saison. Biarritz s'est également relancé avec un match tel qu'on n'en avait pas vu depuis déjà quelques rencontres de sa part, il a profité des errances défensives du FC Metz, mais attention, des errances défensives, j'ai trouvé que tu en avais également du côté de Monaco. Tu concèdes quelques occasions, tu prends quand même 2 buts et ok, tu l'emportes avec 5 réalisations, mais les 3 derniers buts ils sont venus assez tardivement du côté de l'AS Monaco, le 3e tu le mets après la 83e minute de jeu et c'est pas forcément un match qui a été tout en maîtrise. En fait le salut de l'AS Monaco qui est une équipe qui a une grande irrégularité, ça viendra peut-être de son banc parce que finalement là les entrants ont réussi de belles performances. Donc un match où tu es content de mettre un carton, un match où tu es content d'aller chercher les 3 points, mais est-ce qu'il faut voir Monaco comme une équipe lancée tel un rouleau compresseur? J'attendrai un peu avant de dire ça. Ce match entre Arsenal et Manchester City était sans doute la rencontre la plus curieuse que j'ai vue depuis quelques mois puisque ça a été assez surprenant en termes de résultats et en termes de scénario. On s'est retrouvé avec un Manchester City qui a joué en laissant la possession à l'adversaire. C'est même le match où Guardiola a eu le moins de possession avec Manchester City depuis son arrivée et Dieu sait qu'il en a disputé pas mal des rencontres. Autant vous dire que c'était un choc à ne pas manquer parce que la qualité du football était au rendez-vous. Mais en plus, c'était vraiment un objet d'étude assez intéressant. Voici les compositions qui étaient alignées. Et on a Haaland qui marque dès la 9e minute. Et derrière, tu laisses le ballon à Arsenal. C'était un plan payant jusqu'à l'égalisation de Martinelli dans le temps additionnel. Et on est habitué à voir les équipes de Pep Guardiola priver l'adversaire de ballon. On est habitué à les voir asseoir une grande domination. Et on avait même vu en ce début de saison Arsenal tenter d'apporter un petit peu plus de verticalité dans son jeu. Donc le scénario où City laissait le ballon, il n'était pas écrit d'avance, mais finalement,
Arsenal a eu du mal à faire les différences, Manchester City était très cohérent tactiquement, donc ça a vraiment failli payer, et Arsenal doit son salut à son banc. T'as eu l'entrée de Saka, qui évidemment est un joueur exceptionnel au-dessus du lot, donc dès qu'il est apte à jouer, dès qu'il fait son entrée, tu le vois. On peut aussi parler d'Eze qui a apporté un peu plus d'efficacité dans le mouvement, Martinelli forcément qui est ton buteur, match très compliqué de la part de Gyökeres, mais au final ça donne un 1-1, une rencontre qui était très cool à voir, des surprises tactiques, donc franchement ça valait le détour. Et on peut dire qu'Arsenal comme Manchester City peuvent sortir chacun de leur côté avec pas mal de satisfaction de la rencontre. Enfin, un bon résultat de Manchester United, je n'y croyais plus honnêtement, surtout du côté de Chelsea, mais en réception des Blues, tu as fait finalement une belle victoire. Alors évidemment, on pourra parler du fait que tu as bien été aidé par l'expulsion du gardien de Chelsea dès les premières minutes de jeu, mais à un moment, on n'est pas placé suffisamment bien du côté d'United pour commencer à faire la fine bouche. Voici les compos qui étaient alignés, et du coup, vous l'avez compris, Robert Sanchez qui a été immédiatement expulsé quasiment, mais Casemiro aussi à la mi-temps, donc finalement la réduction des effectifs s'est fait des deux côtés. Ce que j'ai envie de retenir, c'est la réalisation de Bruno Fernandes, extrêmement importante dans le match, mais également de manière générale, puisque c'est son 100e but avec Manchester United, et là-dessus j'ai juste envie de dire chapeau monsieur, il reste le roc au milieu de la tempête. Et puis du côté des individualités, il y a cet homme également, Mazraoui, sérieux défensivement, utile devant, comme souvent, j'ai beaucoup aimé. Un que j'ai moins aimé sur la rencontre, c'est le défenseur central de Chelsea, Fofana. C'est dommage, c'est un Français, j'aimerais bien en dire du bien, mais vraiment entre ses blessures et ses performances quand il est aligné, c'est souvent assez compliqué du côté des Blues. Et sur le match, dans l'ensemble, eh bien, je dirais que c'est quand même une rencontre où Manchester United peut estimé mériter sa victoire, ils ont fait de bonnes choses, et on savait que Ruben Amorim avait son destin qui était conditionné aux 3 prochains matchs. Le premier face à Chelsea s'annonçait pas comme étant le plus simple, il a réussi à aller chercher les 3 points, donc il s'offre un petit peu d'oxygène dans une situation juste irrespirable. Donc franchement, on va essayer de se dire que c'est le début d'une bonne dynamique pour Manchester United. J'ai bien aimé également le match de Mbeumo qui a fait souffrir son vis-à-vis, plus qu'à reproduire ça. Ekitike s'en fout du montant de son transfert, et vous savez quoi? Eh bien il a raison, tout simplement. Le joueur français a été interrogé par le Canal Football Club, et le journaliste l'a interrogé sur le fait que 90 millions d'euros en montant de transfert, ça peut peser, mais Hugo Ekitike a tout simplement répondu que le football il a changé, avec un petit sourire parce qu'évidemment c'est une référence à Kylian Mbappé, et il a dit qu'il pratiquait simplement son football. Le premier truc que j'ai envie de rappeler, c'est que les gens qui suivent pas du tout le foot ont tendance à l'oublier, mais les 90 millions du transfert d'Hugo Ekitike, le français en touche pas un centime. C'est le montant du rachat de contrat qu'il y avait avec Francfort. C'est de l'argent qui va de City à Francfort, mais le joueur, lui, va toucher un salaire qui n'a aucun rapport avec ce montant de transfert. Ensuite, comme Hugo Ekitike le dit bien, le football il a changé, et des gros transferts où tu te dis c'est cher payé pour le joueur, on en voit un paquet depuis quelques temps, et ça concerne pas seulement cet avant-centre. Donc finalement, il a raison de prendre de la distance par rapport à ça. J'espère qu'il arrive réellement à le faire derrière la communication, parce qu'on a vu bon nombre de joueurs être bouffés par leur montant de transfert, et autant ils ont à répondre de leur salaire parce qu'ils touchent, autant le montant de transfert, même si ce sont eux qui sont l'objet du transfert, j'ai presque envie de dire que ça les regarde pas. C'est une somme qui est convenue entre deux clubs, c'est une négociation dans laquelle ils interviennent même pas, ces joueurs. En tout cas pour le moment, Hugo Ekitike c'est 4 buts en 7 matchs, donc on peut dire qu'il répond plutôt bien aux attentes. Bienvenue pour le journal du jour. Cet après-midi, nous parlerons de la cérémonie du Ballon d'Or, et notamment d'un édito de la part de Vincent Duluc dans le journal L'Équipe, un édito particulièrement important, intéressant et assez parlant sur la dynamique du football actuel. Je vous la fais courte. Le mec qui bosse pour L'Équipe, qui a également France Football, qui a également la cérémonie du Ballon d'Or, se place en grand défenseur du Ballon d'Or. Quelle surprise face au classique, en disant que c'est plus ou moins irresponsable d'avoir placé les deux en même temps. Alors qu'est-ce qui est le plus important? Le classique, le Ballon d'Or? Est-ce qu'on n'en fait pas trop là-dessus? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée. Salut!